Alors le prochain intervenant, il est historien, c'est l'ancien rédacteur en chef de la Nouvelle Revue d'Histoire. Il présente également tous les mardis soirs sur la web télé TV Liberté l'émission Passé-Présent, émission d'histoire. Mais il est surtout président et cofondateur de l'Institut Iliade. C'est lui qui a co-dirigé le livre Ce que nous sommes, enfin qui a dirigé le livre Ce que nous sommes. Je vous remercie d'accueillir Philippe Conrad. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous allons beaucoup parler aujourd'hui d'histoire et de mémoire, car depuis une trentaine d'années, ces domaines-là, ces choses-là font l'objet d'une offensive en règle qui s'inscrit dans une volonté générale de lobotomisation. Et il est important, évidemment, de réfléchir sur les processus de ce phénomène, et il est important, bien sûr, de savoir comment réagir. Il s'agit en effet d'une entreprise méthodique et sournoise pour, en quelque sorte, déraciner mentalement, culturellement, nos peuples européens. Tout cela peut être vérifié et constaté régulièrement, et il est temps de prendre conscience, évidemment, de ce péril. Le terme qui a remporté le succès que vous savez depuis quelque temps, c'est le terme de roman national. Alors on a préféré, nos adversaires préfèrent parler de roman national plutôt que de récit national, parce que le mot roman a évidemment une connotation dévalorisante, hein. Et il est intéressant, il est important de revenir sur cette notion. Ce roman national, ou plutôt ce récit national, il s'est constitué dans le cas de la France, mais aussi des autres grands pays européens, mais dans le cas de la France à partir du XIXe siècle, hein, à travers l'histoire de la France telle que l'a imaginé Michelet. Tout cela a été relayé ensuite par Ernest Lavis, à la fois dans le Petit Lavis qui a accompagné des générations d'écoliers pendant des dizaines d'années, et puis aussi dans l'œuvre monumentale aussi du même Ernest Lavis, son Histoire de France en une trentaine de volumes. Et ce roman national, il a constitué en quelque sorte un récit fondateur à la fin du siècle pour la Troisième République qui s'installait. Il s'agissait alors de donner aux Français une mémoire partagée, d'en faire des citoyens dépositaires donc de souvenirs communs, pour constituer, pour créer la République qui était intervenue à partir de 1870. Il s'agissait donc de construire la République. Dans ce cadre-là, on a confondu bien sûr l'État et la nation, on a mis en place aussi tout un imaginaire territorial se confondant avec notre hexagone. On a également pratiqué une certaine téléologie qui faisait que on interprétait le passé à la lumière des événements contemporains, avec toutes les limites évidemment que cela peut présenter, mais en tout cas on a ainsi donné aux Français la conscience d'une identité. Pour cela on a fait appel à un mythe fondateur, un mythe des origines, avec nos fameux ancêtres les Gaulois. On a donné aussi à tout cela la dimension morale que l'on sait. L'histoire de France, c'était l'histoire d'un certain nombre de héros de référence, Jeanne d'Arc, Bayard, les soldats de l'an 2 par exemple, hein. Et tout cela a fonctionné pendant plusieurs générations, et plutôt fort bien fonctionné, puisque ça a doté les Français en général d'une culture historique tout à fait remarquable, qui a eu des échos d'ailleurs tout au long du XXe siècle à travers le succès qu'ont rencontré les publications
historiques, revues, livres, commémorations diverses. Alors un certain nombre de réactions sont arrivées assez vite par rapport à cette situation. Au lendemain de la guerre de 14, qui avait vu évidemment l'abominable guerre civile européenne aboutir aux catastrophes que l'on sait, il y a eu une réaction contre l'histoire que l'on a tenue, certains l'ont fait, en tout cas tenue pour responsable de la fureur nationaliste qui avait animé alors les pays qui se combattaient. Après cette guerre, les universitaires ont aussi commencé à prendre leur distance. C'était le cas notamment de Lucien Febvre, qui ne voulait pas que la science historique apporte une caution, en quelque sorte, à une idéologie étatique et nationaliste. Il ne voyait pas la légitimité de tout cela. Et puis ensuite, il y a eu l'apparition de nouvelles visions de l'histoire, notamment celle représentée par l'école des Annales, de Marc Bloch, de Lucien Febvre, plus tard de Fernand Braudel. Il s'agissait là désormais de privilégier l'économique et le social, d'en finir avec l'histoire bataille, d'en finir avec l'histoire politique, considérée comme l'écume superficielle du temps. Et tout cela a évidemment profondément marqué les esprits durant cette période. D'ailleurs, le sous-titre de la revue Les Annales, c'était « Économie, société, civilisation ». C'est ajouté ensuite l'étude des mentalités collectives, mais on le voit, le récit essentiellement politique de ce qu'avait été l'histoire de la France était en quelque sorte minoré par rapport à ces données structurelles considérées comme plus importantes. Derrière tout cela, il y a à partir des années 1970, en gros, une crise de l'enseignement de l'histoire qui s'installe. Pendant plusieurs générations, eh bien, les élèves, les enfants puis les élèves passaient du petit Lavis au Mallet-Isaac pour avoir une connaissance précise et assez complète de l'histoire du pays, celui des 40 rois qui en 1000 ans avaient fait la France, plus évidemment l'aventure républicaine qui avait suivi. Tout cela a commencé à être remis en cause dès les années 60. On imagine les effets délétères aussi de la contestation 68arde, et tout cela va déboucher dans les années 70 sur la fameuse réforme Haby, où là on va décider d'abandonner la chronologie, de se consacrer à une histoire thématique, transversale, une histoire donc qui en tout cas voulait se garder, c'était tout du moins le projet des Diafoirus pédagomaniaques de l'époque, voulait se garder de tout encyclopédisme, le péché par excellence. Le résultat, c'est que le récit de l'histoire de France s'est progressivement estompé, au point qu'à la fin des années 70, Alain Decaux, le grand historien apprécié du grand public, eh bien, lançait dans le Figaro Magazine son fameux appel qui allait rencontrer un écho formidable dans toutes les couches de la société, dans toute la classe politique, toutes tendances confondues d'ailleurs, ça fait l'objet d'un consensus général, au point que quelque temps après, Jean-Pierre Chevènement, devenu ministre de l'Éducation nationale, va entreprendre un retour de l'histoire à l'école, notamment à l'école primaire, où elle avait d'ailleurs à cette époque-là en grande partie disparu. Mais les choses devaient changer dans cette même décennie des années 80, avec notamment l'ouvrage d'une historienne, Suzanne Citron, récemment disparue, qui s'intitulait cet ouvrage « Le mythe national », avec en sous-titre « Histoire de France revisitée », ce qui était évidemment tout un programme. D'autant que l'intéressée, et elle l'a confirmé dans la préface qu'elle a donnée à la dernière édition du livre, peu de temps avant sa disparition, d'autant que l'intéressée insistait sur le contexte qui avait commandé cette lecture bien particulière de l'histoire de France. Que nous dit-elle? Les années 1980, c'est l'explosion en quelque sorte de l'immigration, c'est la marche des beurs, c'est l'époque de l'émergence
l'indépendance du Front National, c'est l'époque de célébration du millénaire capétien, d'une célébration plus ou moins ratée de la Révolution de 1789. Donc, on le voit, il était temps d'agir et de remettre en cause une histoire qui se refusait à prendre en compte les grandes tendances, les grands mouvements qui étaient alors à l'œuvre. Alors, Suzanne Citron dénonce la mise en scène du passé qui avait été imaginée au XIXe siècle par les historiens libéraux, romantiques ou républicains, et elle insistait sur le fait qu'il y avait eu là la volonté de construire une mémoire collective, mais en grande partie artificielle, qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'histoire recherche, l'histoire scientifique telle qu'elle la concevait. Il s'agissait d'une histoire qui avait pour vocation à produire des souvenirs communs, une mémoire commune, mais qu'il fallait distinguer de l'histoire au sens scientifique du terme, car cette histoire en question, Suzanne Citron lui reprochait bien sûr les liens étroits qu'elle entretenait avec le nationalisme, évidemment le péché par excellence. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur en question insistait aussi dans cette évocation du contexte dans lequel était intervenue sa réflexion sur l'apparition des banlieues, entre guillemets, des banlieues, ce qu'on va appeler les quartiers sensibles, c'est-à-dire des ensembles ethnicisés par le regroupement familial et appauvris par le chômage. Et cette réalité-là, pour elle, était déterminante pour imposer une révision complète et radicale de l'histoire française, d'autant que derrière cette émergence des banlieues, il y avait aussi le fait que l'islam, la religion musulmane, allait devenir une part importante désormais de la réalité nationale. Suzanne Citron dénonçait également la volonté en 2012 du président Sarkozy de créer un musée de l'histoire de France dont la fondation a suscité les débats que vous savez, mais en contrepartie évidemment ne s'indignait pas, on s'en doute, c'est même le contraire, de la création d'un musée de l'immigration. Alors, elle s'en prenait même à Pierre Nora, l'auteur de la prestigieuse série des lieux de mémoire, en l'accusant de mettre en place une histoire néo-lavicienne, ce qui, évidemment, pour elle, constituait une condamnation sans appel. Il fallait en finir, donc, avec une France qu'elle jugeait essentialisée, et elle se découvrait, d'ailleurs, en 1992, un autre adversaire, le sociologue Paul Yonnet, disparu en 2011, qui avait publié à cette date « Voyage au centre du malaise français, l'antiracisme et le roman national ». Donc, les termes du débat se trouvaient donc ainsi posés. Alors, Suzanne Citron n'est pas restée seule. On a vu ensuite d'autres historiens, d'autres personnalités s'inscrire dans la même démarche de déconstruction de l'histoire telle qu'elle était admise naturellement jusque-là. Ça a été le cas de Jean-Paul Demoule, archéologue, qui, lui, s'en est pris à l'œuvre dumézilienne et s'en est pris à l'existence même des Indo-Européens. Pensez donc qu'il y avait là peut-être la possibilité de constituer un mythe d'origine susceptible d'alimenter les pires sentiments. Alors, bien entendu, un ouvrage qui reçoit un soutien médiatique tout à fait considérable, comme on l'imagine, le grand quotidien du soir que nous connaissons bien est en première ligne dans cette affaire. Et puis, derrière Jean-Paul Demoule, il y a plus récemment Patrick Boucheron, un spécialiste du Moyen-Âge italien, qui s'est fait le champion de la lutte, nous dit-il, contre le poison identitaire, contre le fait que l'on cherche à imposer une vision justement contraignante, en l'occurrence nationale, de l'histoire. Alors, son ouvrage intitulé « L'histoire mondiale de la France », un énorme pavé de 800 pages, compile en fait un certain nombre de questions, un certain nombre de sujets qui rendent bien peu compte de l'histoire de France. Le but est de
montrer essentiellement dans quelle mesure l'histoire de France dépend de l'étranger. On insiste ainsi sur le fait que Saint-Martin, l'apôtre des Gaules, il est d'origine pannonienne, hein, c'est un étranger, il vient du territoire de la Hongrie actuelle. On insiste sur le fait que les barbares, dont on sait à quel point leur réputation n'est pas très bonne, eh bien ils ont contribué à défendre l'Empire romain finissant contre d'autres barbares, hein, cet appel aux barbares donc, pouvant être perçu comme positif. Hein. C'était le même esprit qui guidait l'organisation de l'exposition Rome et les barbares qui s'est tenue à Venise il y a quelques années. Et puis, pour des périodes plus récentes, et ça a choqué beaucoup, pour la Première Guerre mondiale, ce que retient l'ouvrage, c'est la révolte kanak de 1917, au moment où se livraient en Europe les combats que l'on sait. Dans le même esprit, en 1940, c'est à Brazzaville que Patrick Boucheron situe la naissance de la France libre à partir du fameux discours de De Gaulle. Hein. Il s'agit là bien sûr de montrer à quel point la part de l'Empire a été décisive dans la victoire finale. Enfin, pour conclure, bien sûr, l'ouvrage fait une place éminente à l'événement de 1998 qui a été la victoire de l'équipe Black Blanc Beurre lors de la Coupe du Monde de football. Donc, on le voit, il s'agit avant tout d'en finir avec les références identitaires, avec le poison identitaire, pour reprendre l'expression favorite de l'auteur. Alors tout cela a quand même suscité des réactions, et notamment chez Pierre Nora, qui est un des grands historiens de sa génération, et je vais vous lire l'analyse qu'il propose à ce sujet. Une partie des historiens jeunes, et parfois moins jeunes, en sont venus par ressentiment à l'égard de la France à récuser le bien fondé de toute forme d'histoire nationale au prétexte du nationalisme abhorré qui lui serait inhérent. Sans doute aucun ne va-t-il pas jusqu'à prétendre possible de ne pas enseigner principalement la France, mais à condition de doter cette histoire d'une contre-histoire, destinée non à l'enrichir, mais à la disqualifier et à la remplacer. Elle consiste à mettre le modèle traditionnel en accusation perpétuelle, à mettre pour le refoulé de l'histoire, à insister sur le refoulé de l'histoire officielle, sur le négatif du récit positif, à dénoncer sans relâche le caractère légendaire de la légende, le mensonge du mythe, à développer systématiquement une herméneutique du soupçon. L'émergence de la mémoire coloniale à la fin du siècle dernier a permis de donner toute son ampleur à l'ambition de cette contre-histoire, ouvrant la voie à une récusation non plus seulement ponctuelle ou sectorielle, mais radicale de l'histoire nationale, comme tout entière coupable et criminelle. C'est Pierre Nora qui nous propose cette analyse. On le voit, l'enjeu est considérable. Il s'agit de savoir si la nation fondée sur une entité culturelle et ethnique garde sa légitimité face à la déconstruction et à la diabolisation qui l'accompagne. Et on sait l'importance de cet enjeu. On se souvient évidemment de la formule d'Orwell qui contrôle le passé, contrôle le présent et donc l'avenir, et de ce fait, les offensives contre l'histoire nationale traditionnelle, contre la mémoire collective telle qu'elle s'était établie, évidemment, n'ont fait que redoubler. Et en revanche, on constate tout de même une forte réaction par rapport à tout cela. Je vous signale notamment un ouvrage récent d'un jeune historien, Robin Terrasse, publié aux éditions Dominique Martin-Morin, un ouvrage au titre tout à fait révélateur, puisqu'il s'agit de la mémoire assiégée. Que nous dit ce jeune auteur? L'histoire peut-elle affaiblir un peuple? L'histoire comme récit historique, un récit de ce fait peut-il devenir une arme? Et il continue. On sait que par le passé, la manipulation de l'histoire a pu entraîner les peuples au nationalisme ou à la fureur guerrière, mais un récit historique peut-il disséminer dans la conscience d'un peuple son propre
dégoût de lui-même, jusqu'à lui faire penser qu'il serait absolument bénéfique et légitime qu'il cesse d'être ce qu'il est. Les choses, là, sont parfaitement résumées. Déjà, Pascal Bruckner, il y a déjà quelques années, dans son Sanglot de l'homme blanc, avait avancé une analyse de ce genre. Nous autres Européens avons été élevés dans la haine de nous-mêmes, dans la certitude qu'il y avait au sein de notre monde un mal essentiel qui réclamait vengeance sans espoir de rémission. Alors, la question demeure, car on voit bien qu'il y a eu là la production de ce que j'appellerais des mythes incapacitants, tout cela dans un objectif principal, même s'il n'est pas directement avoué, qui est celui de légitimer ou de favoriser l'immigration extra-européenne. En effet, toute cette relecture nouvelle que l'on cherche à nous imposer, eh bien, elle doit permettre, Marc Ferroux le montrait très bien quand il publiait son « Comment on raconte l'histoire aux enfants à travers le monde entier », il comprenait très bien en nous expliquant que contrôler le passé, ça aide évidemment à maîtriser le présent, à légitimer les dominations ou les remises en cause de ces dites dominations. Alors, dans le contexte que nous connaissons, sur le plan géopolitique et démographique, la révolution mémorielle que l'on veut nous imposer n'est évidemment pas neutre. En 2010, un auteur, Johan Michel, a publié aux presses universitaires de France un ouvrage intitulé « Gouverner les mémoires, les politiques mémorielles en France ». Et il résume très bien les enjeux. La construction d'un ordre nouveau pour mieux instituer la rupture avec l'ordre ancien et fonder ainsi de nouveaux principes de légitimation exige l'exaltation d'une nouvelle mémoire collective, la sélection de nouveaux mythes fondateurs, la mise en avant, la célébration de nouvelles figures totémiques. Tout est dit, c'est le processus dans lequel nous sommes et on voit bien à quel point il est nécessaire aujourd'hui de réaliser d'urgence un rééquilibrage mémoriel pour réagir face à cette idéologie négative et notamment cette idéologie de la repentance. Celle-ci s'appuie sur la valorisation sous des formes diverses des éléments allogènes, mais aussi sur la culpabilisation de l'histoire nationale. Nous en avons de multiples exemples. On a vu comment on voulait débaptiser les lycées Colbert parce que Colbert aurait été à l'origine du Code noir au XVIIe siècle, organisant l'esclavage. On a vu comment on a cherché à délégitimer les croisades en les assimilant au djihad terroriste islamique. On a vu également la remise en cause de la colonisation. Bernard Lugan vous en parlera tout à l'heure. On a vu comment dans certaines séquences de notre histoire, ce sont celles considérées comme les plus sombres, les plus problématiques qui sont mises en avant. On a essayé de réduire la guerre de 14, par exemple, à l'épisode des mutineries de 1917, pour ne rien dire des heures les plus sombres de notre histoire des années 1940, et pour ne rien dire non plus de la relecture de la guerre d'Algérie. En fait, au bout de tout cela, eh bien, les Français du XXIe siècle sont conviés à inventer une francité plurielle et métissée, ce sont les termes mêmes qu'utilise Suzanne Citron. Alors, que faire face à cette situation? Il faut répondre évidemment aux déconstructeurs et c'est généralement possible à condition de le vouloir et de s'en donner les moyens. On a quelques exemples récents ou plus ou moins récents. On avait disqualifié complètement par exemple l'histoire militaire dans les années 60. Elle est revenue au premier plan d'une manière tout à fait spectaculaire. On avait voulu réduire la guerre de 14 aux mutineries, ou leur donner une place disproportionnée dans le récit de l'événement. Sur ce terrain-là aussi, l'adversaire a dû battre en retraite. Je pense aux travaux déjà
passé de Guy Petroncini, mais surtout à tous les travaux du regretté général Bach. Donc, cette partie-là, ces combats-là, ne sont évidemment jamais perdus. Il faut bien sûr s'attacher à transmettre, hein, c'est un point absolument essentiel, et en même temps que transmettre notre histoire et ce qu'elle a porté de positif, dénoncer les mythes de l'adversaire, là aussi c'est possible, on le voit par exemple avec le récent succès que rencontre le livre consacré au mythe d'Al-Andalus du professeur espagnol Serafín van Roel. Je signale d'ailleurs au passage le rôle important qu'a joué un de nos amis dans sa publication en France. Il s'agit d'Arnaud Imatz, qui avait déjà contribué à une relecture radicale de la guerre d'Espagne il y a quelques années et qui maintenant met en avant cette question d'Al-Andalus qui est à l'origine de toutes les mythologies que l'on sait concernant le sacro-saint vivre ensemble. Hein. Ce qu'il faut aussi, c'est penser et construire un récit civilisationnel européen qui viendra compléter, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, le récit national français tel que nous l'avons connu. Dans le monde que nous connaissons aujourd'hui, sur fond d'échec global du projet libéral de mondialisation que l'on sait, un projet étranger aux soucis de la destinée des peuples, eh bien, il faut bien constater que le retour de l'histoire est là, mais derrière le retour de l'histoire, c'est le retour de l'identité, de la longue mémoire des peuples. On le voit, par exemple, en Russie, qui a digéré d'une manière tout à fait inattendue les 70 ans de communisme. On le constate en Chine, où M. Xi Jinping apparaît comme un héritier du Fils du ciel. On le voit en Europe de l'Est, dans les pays qui refusent la submersion migratoire. On le voit dans la Turquie d'Erdogan, avec ses rêves et ses nostalgies ottomanes. On le voit dans l'Iran, qui revient vers ses fondamentaux persans. Eh bien, il faut que l'Europe, sachant ce qu'elle a représenté dans l'histoire du monde, sachant aussi ce que sont encore ses atouts, opère une action comparable, réalise un retour sur elle-même de cette nature. C'est la condition, bien sûr, de son réveil à venir, car, pour reprendre la formule fameuse de Nietzsche, l'avenir appartiendra à ceux qui auront la mémoire la plus longue. Je vous remercie de votre attention.